Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le port autonome de Douala confronté à une nouvelle grève des dockers. Ces manutentionnaires sont sortis dans la rue pour étaler au grand jour la précarité de leurs conditions de travail et des discriminations salariales. L'intervention des autorités administratives n'a pas réussi à désamorcer cette grogne sociale. Celui qui prône l'éthique dans la pratique du sport est désormais une personnalité à la moralité douteuse. Le colonel Kalkaba Malboum, suspendu du mouvement africain olympique et sportif en raison des accusations de corruption et d'utilisation de l'argent public. Le mis en cause, président du comité olympique au Cameroun, crie à un scandale, à une cabale menée contre lui. Il clame son innocence. Enquête à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La grogne sociale qui prend de l'ampleur dans la ville de Douala ce vendredi, ce sont des dockers qui ont cessé leur activité pour sortir dans la rue et dénoncer la précarité de leurs conditions de travail sur la plateforme portuaire de la capitale économique du Cameroun. Ils évoquent la discrimination salariale et l'inexistence d'une réelle assurance pour près de 4000 dockers qui travaillent sur le site de la plateforme portuaire de Douala. Reportage Donald Anyouzwa, Warren Zede et Innocent Abega. La zone portuaire est une fois de plus sous le coup d'une paralysie. Les dockers ont cessé de décharger les conteneurs pour venir exprimer leur mécontentement à l'ancienne direction des douanes à Douala. On a tant dit aux dockers d'aller travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle situation? Nous ne voulons plus vivre la précarité. Parce que le docker souffre normalement. Le docker travaille au port autonome de Douala. Aux yeux de tous les Camerounais, il est un brillant travailleur avec un bon salaire. Pourtant, nous n'avons pas de salaire. Nous voulons la révision de la convention collective. Et nous voulons être régis à la convention nationale qui est 8 heures. Et nous, les dockers, nous n'avions pas 8 heures. Il y en a d'autres qu'on les pointe 4 heures et 3 heures. Et d'autres ne leur pointent rien. Ils sont venus nous diviser à propos des cartes, les cartes types de cartes. Il y a la carte verte qui sont pour les responsables, qui ont leur salaire et qui mangent très bien dans le froid. Il y a les cartes bleues qui souffrent au même pied d'égalité que nous et qu'on les pointe 4 heures. Il y a les cartes roses qu'on les pointe 3 heures et il y a les cartes blanches qu'on ne leur pointe rien. Et j'ai envie de vous dire, pour vous éclaircir, parce que la carte bleue, on le pointe 1800 quand ils n'ont pas travaillé. Et on pointe 700 francs aux cartes roses quand il n'a pas travaillé. On pointe 0 francs aux cartes blanches. Les manutentionnaires s'insurgent contre les mauvais traitements et autres abus dont ils sont victimes sur la plateforme portuaire. Après plusieurs années d'intenses activités et passés à braver toutes sortes d'intempéries, leur statut s'est plutôt dégradé. Nous avions siégé et nous avions envoyé une lettre au Japon en leur demandant de nous envoyer ce qu'on appelle une doléance. Leur doléance, nous allons comprendre. Leur doléance, c'est que qu'est-ce qui ne va pas avec eux pendant qu'ils vivent? Un seul travailleur docker porte 500 sacs. Un seul. Les DP doivent porter 1000. Et tu ne vas pas. La police nous attrape à cause d'un gré du riz. Et nous, on meurt chaque jour. Il y a les dockers qui sont en prison. Pendant que nous, on travaille, on part à l'hôpital, on ne nous prend pas en charge. Pourtant, on nous coupe 5200 pour le contrat d'assurance. Où va le Cameroun? Les grévistes vont aussi demander aux responsables du groupement professionnel des aconniers du Cameroun, organe employeur, de quitter les lieux. Et c'est dans cette ambiance surchauffée que le sous-préfet de Douala Premier viendra proposer aux dockers l'ouverture du dialogue pouvant aboutir à une sortie de crise. Je vous propose ceci, que vous choisissez même 30 personnes et qu'on a dans mon bureau, on va discuter en personne responsable. Là, quelqu'un prend la parole, on entend bien ce qu'il dit. Aucun débat ne peut se faire comme ça là. Les dockers ont opposé une fin de non-recevoir. Même l'intervention du préfet du Vouri n'a pas réussi à désamorcer cette grogne sociale.
Les multiples négociations entreprises jusqu'ici n'ont pas produit l'effet escompté. Les dockers qui poursuivent leur mouvement de grève exigent la mise en application immédiate de leurs différentes revendications. À quelques jours d'une autre grève annoncée, cette fois-ci dans le secteur médical public, des médecins syndicalistes en service à Douala, Bamenda et Yaoundé ont été nommés chefs des centres de santé situés dans des zones reculées à l'est et à l'Adamawa. Les concernés ne sont pas du tout contents de cette décision d'affectation du ministre de la Santé publique, initiateur d'un mode de grève. Ces médecins estiment que ce sont des représailles visant à les museler. Reportage Flavien Valodongo. Ils sont 4 médecins, membres du bureau du syndicat des médecins du Cameroun, touchés par la note d'affectation du ministre de la Santé publique. Ces derniers, qui entendent poursuivre la seconde phase de leur grève dès la semaine prochaine, pensent que André Mamafouda veut fragiliser leur mouvement. C'est une stratégie pour disloquer. On ne pensait pas que le ministre était dans la logique, n'est-ce pas, de la guerre. On pensait qu'en tant que responsable de santé, par rapport à nos revendications, qui sont des revendications tout à fait nobles, légitimes, on pensait qu'il allait nous rencontrer de nouveau et en discuter. Mais on a été surpris. Le neurochirurgien et vice-président du CIMEC qui s'explique ici révèle que la surprise du ministre de la Santé publique ne change en rien le processus de revendication qu'il qualifie de légitime. Pour le CIMEC, ce qui ressemble à une répression ouverte contre le syndicat booste plutôt le moral des membres. Les médecins sont déterminés, n'est-ce pas, à mener ce combat jusqu'au bout. Il y a un planning de grève qui va évoluer encore plus qu'avant, parce que les médecins aujourd'hui sont plus déterminés qu'avant. Maintenant, ils ont compris qu'on veut nous museler. Les syndicalistes ajoutent que le fait d'affecter des médecins spécialistes dans les centres médicaux d'arrondissement sans plateau technique est une sorte de gâchis. Ils sont chirurgiens, radiologues, neurochirurgiens et pédiatres, membres du bureau du syndicat qui ont été affectés dans les coins retirés. Par ailleurs, exercer à la fonction publique n'est pas une fin en soi, ajoute-t-il. Nous avons pratiquement 9000 médecins camerounais à l'étranger et des bons médecins. Ils sont partis parce qu'ils ne trouvent pas leur compte au Cameroun. Ils sont persécutés comme certains. La fonction publique, ce n'est pas la fin en soi. Il y a le privé. La question de l'assurance maladie universelle, l'amélioration des plateaux techniques dans les formations sanitaires publiques sont entre autres revendications de ces derniers. Les médecins membres du CIMEC avouent rester ouverts au dialogue. Pour eux, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. En bref, à présent, les images d'une population choquée après le décès d'un jeune homme tué lors d'une vive altercation survenue entre le défunt et son ami. La scène s'est déroulée en ce début de soirée à la vallée Bessengue dans le 1er arrondissement de Douala. Une discussion entre deux amis qui a dégénéré en bagarre. Ensuite, des témoins affirment que le jeune homme a succombé à des coups d'armes blanches assenés par son propre ami. Le présumé auteur de cet acte est un adolescent et collégien activement recherché par la police du côté du 1er arrondissement de Douala. Cet infanticide survenu dans une banlieue de Yaoundé suscite de nombreuses interrogations sur cette jeune mère, suspecte numéro 1 dans cette affaire. Comment en est-elle arrivée à commettre un tel acte? Quels étaient son état d'esprit et ses relations avec sa famille? Au-delà de l'enquête de la police judiciaire, nos reporters Joël Esseng et Marcelin Gansop sont allés sur les traces de cette jeune mère mystérieuse, cachotière et soupçonnée d'être l'auteur de cet infanticide. Reportage. Au domicile de Kwamonelo, le père des jumeaux retrouvés sans vie mercredi. C'est un calme de cimetière qui nous accueille à notre arrivée vendredi. La famille est encore à Bashingu, où les bébés ont été inhumés. Seules les cousines de Sio Kwamou sont présentes et portent elles aussi le deuil des bébés qu'elles n'auront finalement bercé que pendant 2 mois. Malgré la douleur de cette disparition, elles acceptent de marquer leur étonnement devant l'acte posé par Betty Massop, dont nous avons pu avoir une photo. Pour besoin de sécurité, elles n'ont pas souhaité s'exprimer à visage découvert.
Parce que cette fille était très mystérieuse. Une fille toujours calme, elle ne parlait pas, elle n'est pas le genre de fille que tu peux arriver à la maison comme ça, elle te dit ce qui ne va pas ou quoi que ce soit. Toujours cachotier dans tout ce qu'elle faisait. Donc elle n'aimait pas partager avec les autres. Une fille qui n'a pas d'amis, on est jamais resté à la maison comme ça, on a vu une amie de ses copines, personne. Même venir là, elle dit que je rends visite à cette fille, personne ne la rendait jamais visite. Une fille qui est dans la maison, là, quand même dans la maison familiale, elle ferme toujours la porte. Quand elle sort, elle bloque la porte. Quand tu veux venir pour voir l'enfant, tu peux pas venir facilement parce que la porte est toujours bloquée. Betty fait quoi dans la chambre là? Elle bloque toujours la porte. Il y a quoi? On pouvait pas imaginer, bon, on croyait que peut-être qu'elle voulait seulement sa tranquillité pour bien peut-être que ça couvrir le froid sur les enfants et tout et tout. Elle était toujours en train de bloquer la porte. Mais la famille est convaincue que la jeune étudiante de l'université de Yaoundé 2 a prémédité son acte. Son acte, c'était très prémédité en fait, parce qu'elle ne présentait pas de signes de trouble. Elle était très sereine, naturelle. Elle a porté son jogging blanc avec son pantalon noir. On lui a demandé, Tata, tu pars où? Elle a dit qu'elle arrive. Elle est passée par la porte centrale. Elle est entrée dans sa chambre, elle restait d'abord avec mon frère. Elle a pris tous ses diplômes, elle a mis dans la chemise, dans une chemise avec son acte, sa carte d'identité. Et elle est partie. C'est arrivé donc en route qu'elle appelle mon cousin en route. Elle dit, j'espère, j'ai tué tes enfants, va prendre le corps de tes enfants que j'ai tués sur le lit. La lettre qu'elle a laissée après son forfait ne serait alors qu'une pure distraction visant à brouiller les pistes. Quand elle a accouché, sa maman est venue faire 4 jours avec la famille. Elle a remercié la famille vraiment pour l'entretien qu'on donnait à sa fille. Elle est partie parce que son papa, le papa de la fille venait de faire l'AVC. Elle est partie rester auprès de son papa à Bafoussam. Ses 2 petits frères sont à Obili, dans une chambre qu'ils louent parce qu'ils sont aussi universitaires. Nos tentatives pour avoir l'un de ses frères qui lui a rendu visite après l'accouchement sont restées vaines. Mais il ressort de la déposition qu'il a faite à la gendarmerie que sa sœur était très impulsive et colérique, au point où pour un rien, elle pouvait le bouder pendant plusieurs mois. Mais de là à tuer ses propres enfants, il y a un mystère que nul n'a encore réussi à percer. Même pas celles qui l'ont davantage côtoyé depuis la venue de ses jumeaux. Une fille vraiment qui montrait l'affection pour ses enfants, elle prenait sur les enfants, mais tu peux pas imaginer qu'elle avait cette intention-là, qu'un jour elle pouvait même faire ça. Donc ça nous a vraiment troublés en fait. Donc en fait toute la famille est troublée. Nous on ne connaît pas ce qui s'est passé, ce qui a pu susciter cette idée en elle. Nous on ne connaît pas. C'est donc une affaire à suivre. Une autre affaire concernant cette fois-ci des infrastructures routières, où en est le gouvernement avec le projet de construction de la route Douala-Boné-Poupa-Yabassi. Inscrit dans le plan d'urgence, les choses ne semblent pas avancer sur le terrain. Le département d'Unkam reste le plus enclavé dans la région du littoral, au grand désarroi des populations. Séverin Chouban et Julingue Nyondé. C'est un véritable parcours de combattants pour toute personne qui emprunte les routes impraticables d'Unkam, l'un des départements les plus enclavés dans la région du littoral. Ce mauvais état des routes ne cesse de faire les victimes. Ce mauvais état de la route, le pont n'est pas, les ponts là ne sont pas bien arrangés. Et puis, c'est un peu ça, il y a un camion qui est tombé là dernièrement, il n'y a pas que moi. Il y a les camions qui tombent là sur le pont là chaque fois. Quoi, la route est vraiment très mauvaise. L'espoir de sortir du désenclavement s'est estompé en raison du retard décrié dans le projet de construction de la route Douala-Yabassi, pourtant inscrit au plan d'urgence triennal. Les riverains regrettent que les travaux piétinent. Du coup, ce grand bassin agricole est pratiquement coupé du reste du pays. Les paysans broient du noir et peinent à écouler leur production agricole. Le Cameroun peut-il corriger les dysfonctionnements et autres défaillances décriées dans l'exécution des 2 premiers contrats de désendettement et de développement? Le comité d'orientation et de suivi s'est réuni à Yaoundé pour améliorer l'exécution du nouveau C2D évalué à 400 milliards de francs CFA, une nouvelle enveloppe pour développer de nombreux projets dans le Cameroun. Compte rendu, Élisée Bogba et Marcelin Gansop. 400 milliards de francs CFA pour 8 ans.
Tel est le montant de l'enveloppe dédiée au 3e C2D, dont les contours ont été définis par les autorités camerounaises et françaises. 400 milliards pour accélérer la réduction de la pauvreté et booster la croissance inclusive, et ce à travers les secteurs clés tels que l'agriculture et le développement rural, puis les infrastructures et aménagements urbains. Le C2D, qui en est à sa 10e année, n'est donc pas un saupoudrage tel que le tranche l'ambassadeur Gilles Thibault. L'appréciation qu'on peut faire, elle est très positive, elle est partagée par d'autres. Le C2D ne réglera pas tous les problèmes, il s'occupe de champs particuliers dont nous décidons conjointement de l'application dans les secteurs qui en ont le plus besoin et également dans les parties du pays les plus en difficulté. Le ministre des Finances ne dit pas le contraire lorsqu'il se gargarise des acquis des C2D de première et de deuxième génération. Les deux premiers C2D ont permis au Cameroun de rembourser 566 milliards et ces 566 milliards sont réinjectés dans notre économie dans différents secteurs. La santé et l'éducation, parce que ce sont secteurs prioritaires en matière d'amélioration des conditions de vie des populations. Mais vous le savez aussi, les infrastructures, le second pont sur le Vouri, c'est également une réalisation qui bénéficie de l'implication du C2D. D'où la satisfaction exprimée par le comité d'orientation et de suivi du C2D. Le plan capital régional, 3e C2D, s'intéressera au développement de Maroua et de Bamenda, continuera à supporter le développement des infrastructures, à être très présent dans le domaine de la santé, de l'éducation. Il est question de poursuivre cette dynamique dans le cadre du C2D de 3e génération. Nous l'appelons C2D de maturité parce que les 10 premières années nous ont aidés à mieux appréhender les enjeux, surtout affiner les instruments qui sont mis en œuvre pour que l'efficacité soit au rendez-vous. Au terme du 3e et dernier C2D, ce sont près de 1000 milliards de francs CFA qui auront été investis dans l'économie camerounaise afin de réduire la pauvreté, d'assurer une meilleure santé des populations, d'améliorer les infrastructures et d'impulser le développement. Et le Cameroun qui sollicite encore d'importants crédits auprès de la Banque africaine et la Banque islamique de développement. Selon des décrets présidentiels rendus publics ce vendredi, le gouvernement doit emprunter environ 300 milliards de francs CFA auprès de ces institutions bancaires pour financer des projets de réhabilitation des infrastructures routières, mais aussi le développement de l'élevage au Cameroun. Parlons à présent du travail manuel inscrit parmi les épreuves du BEPC au Cameroun. Ce travail manuel est orienté vers les activités agro-pastorales, notamment dans la localité de Loum, où des enfants et des élèves candidats au BEPC s'adonnent véritablement à ces activités agro-pastorales. Jacques Mollon et Gladys Sidier. Des élèves dans des champs d'ananas et de bananes plantains. Alors que certains s'attellent à arracher les mauvaises herbes, d'autres sélectionnent les fruits qui ont déjà atteint la maturité. Le sérieux avec lequel ces élèves se déploient témoigne de l'importance de cette discipline, le travail manuel. Auparavant, nous notions sur les des classes. Mais maintenant, cette façon de nous noter, ça nous permet d'entrer vraiment dans les différentes cultures. Surtout que nous sommes dans une zone agricole, nous devons en profiter au maximum. Ça va compter pour les notes du BEPC. Nous sommes en milieu agricole et nous devons nous adapter. Le travail manuel est désormais une matière à prendre très au sérieux. Et en zone rurale, les chefs d'établissement mettent à la disposition des élèves un espace et le nécessaire pour mener à bien les activités agricoles et autres. Pour la création du champ, nous avons donc acheté des rejets et grâce aux élèves, ils ont commencé dès la première séquence à labourer d'abord le champ et nous leur avons montré en tendant des ficelles comment il faut mettre dans les rejets au sol. Parce que c'est inscrit dans le projet d'établissement. Il y a une certaine traçabilité. On a investi certaines sommes pour mettre en place la plantation d'un ananerai. Il faut qu'à la fin, que l'on sache exactement ce qui est entré en termes de dépenses, ce qui revient en termes d'entrée
Et évidemment, tout ceci est budgétisé. Le budget de l'établissement est mis en place pour gérer un certain nombre de soucis, beaucoup plus au niveau de la coopérative scolaire. Le travail manuel figure parmi les matières proposées aux candidats au BEPC. Et ce sont les notes obtenues au courant de l'année scolaire qui sont prises en compte. Pour ce qui est de la notation des candidats au BEPC, il est admis que tous les trimestres, chaque candidat a une note sur 20 en travail manuel. Et à la fin de l'année scolaire, nous additionnons ces 3 notes-là et le résultat est transmis dans un document scellé, évidemment, au secrétariat du BEPC, et dans les jurys de délibération où les présidents du jury, selon les instructions qu'ils auront reçues, sauront gérer ces différentes notes-là. Au lycée classique de Loum, 8000 plants d'ananas ont été mis en terre depuis l'année dernière. L'époque où le travail manuel consistait au balayage et au ramassage des ordures dans la cour de récréation est désormais révolue. Le Conseil de la magistrature suprême est convoqué pour le 7 juin 2017 au Palais de l'Unité à Yaoundé. L'annonce de la tenue de ces assises intervient dans un contexte de crise du système judiciaire amplifié par la persistance de la revendication des avocats anglophones. Le gouvernement leur a promis une réforme de la Cour suprême en vue d'intégrer le sous-système common law. Des indiscrétions font état d'un redéploiement des magistrats prévu lors de cette session du Conseil de la magistrature suprême convoquée pour le 7 juin 2017 et qui est présidée par le chef de l'État. La dernière session s'était tenue en décembre 2014. Je vous le disais en titre, le doute persiste sur la moralité de celui qui prône pourtant la pratique de l'éthique dans le sport au Cameroun, le colonel Kalkaba Malboum, suspendu du mouvement sportif et olympique africain, candidat à la présidence de l'association panafricaine. Le président du comité olympique sportif est accusé d'avoir reçu de l'argent public pour corrompre les membres votants lors de l'Assemblée générale de cette association du mouvement sportif africain. Le mis en cause clame son innocence, dénonce une cabale et compte interjeter appel. Reportage avec Cyril. Le document fait le tour des réseaux sociaux. Document qui laisse apparaître la grille de répartition de la somme allouée au colonel Hamad Kalkaba Malboum par le gouvernement camerounais dans le cadre de sa campagne pour la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. Ainsi, Hamad Kalkaba Malboum aurait octroyé 32 207 000 francs CFA à l'Afrique du Sud, 67 432 000 francs CFA à la région de l'Afrique de l'Ouest, 12 562 000 francs CFA à l'Afrique du Nord, 20 320 000 francs CFA à l'Afrique centrale et 25 200 000 francs CFA aux membres de l'Assemblée générale du Commonwealth en Afrique. Des faits présumés de corruption grave qui jettent un doute sur la moralité du président du Comité national olympique et sportif du Cameroun, comme le rappelle l'ACNOA. L'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique est d'autant plus surprise par ce manquement à l'éthique et aux valeurs olympiques que l'État camerounais s'est rendu lui-même coupable d'ingérence en mettant cet argent, 186 millions de francs CFA au total, à la disposition du colonel Hamad Kalkaba Malboum, candidat à la présidence de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique. Le président du Comité national olympique et sportif du Cameroun était même allé dire merci au gouvernement pour ce soutien avant de lancer sa campagne. Je voudrais une fois de plus exprimer ma profonde gratitude, ma profonde gratitude à M. le Président de la République du Cameroun qui a cru à ma modeste personne, qui a décidé que le gouvernement de la République puisse présenter ma candidature de manière aussi solennelle. Le sport n'est pas seulement le loisir, c'est tout un système social qui embrasse à la fois le développement, la paix, l'économie. Donc il faut une gestion efficiente, il faut une stratégie appropriée. Et c'est cela que je voudrais donner à l'ACNOA. Quelle est la mission assignée aux Lions cadets engagés dans la CAN des moins de 17 ans prévue dès ce week-end au Gabon?
Le ministère des Sports demande aux poulains de Bertin et Boilet de remporter cette compétition comme l'ont fait leurs aînés en début d'année 2017. Cependant, l'encadrement technique pense plutôt que l'idéal serait d'abord de traverser le premier tour de cette compétition africaine. Mais la FECAFOOT reste assez silencieuse sur la mission assignée aux Lions cadets des moins de 17 ans qui participent à la CAN de la catégorie prévue dès ce week-end au Gabon. Reportage avec Cyril. Pour les pouvoirs publics, l'objectif est clair. Les Lions cadets doivent remporter la CAN des moins de 17 ans prévue au Gabon. Chers Lions cadets, votre mission au Gabon est spéciale. Il y a 4 mois, vos aînés, les Lions seniors, ont avec opiniâtreté, créativité, combativité et discipline réalisé l'exploit mémorable de remporter le trophée africain. Il ne vous sera fait aucune concession. Les pouvoirs publics voient déjà le trophée, mais l'encadrement technique ne va pas si vite en besogne. Le premier objectif, c'est de passer le premier tour. Nous ne sommes pas les favoris, nous allons là-bas pour essayer d'apprendre auprès des pays qui maîtrisent bien cette compétition. Pour passer ce premier tour, je pense que ça va donner plus de motivation aux enfants qui vont aller vers le trophée. Le même sentiment de prudence anime également la Fédération camerounaise de football. La fédération attend les bons résultats. Les bons résultats se préparent. Moi, je n'ai vraiment pas quelque chose à dire de plus que cela. Ils disent tous qu'ils sont prêts. Nous croyons à cela. Et on verra sur le terrain. Les Lions cadets ont bénéficié de plusieurs mois de stage. Au moment de quitter Yaoundé, l'équipe est plus ou moins sereine. Au moment où nous quittons le Cameroun, je pense qu'il y aura une sérénité. Il y a encore quelques semaines, nous étions un peu... on ne savait vraiment pas quelle direction prendre parce qu'on n'avait pas encore fait de match. Et après ces matchs amicaux ici au Cameroun, je crois que les enfants ont pris des repères. Et aujourd'hui, ils ont retrouvé leurs sensations. Et je pense qu'ils auront fort à faire à la CAN pour les autres nations. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'atouts dans ces joueurs, mais nous ne pouvons pas les énumérer ici. Qualificatif à la Coupe du Monde de la catégorie, la CAN U17 se dispute du 14 au 28 mai 2017 au Gabon. Logé dans le groupe A à Port-Gentil, le Cameroun a comme adversaire du premier tour le Ghana, la Guinée et le Gabon, pays hôte. Toujours en football, le top match de la 14e journée de Ligue 1 oppose Union sportive de Douala à Bamboutos de Bouddha. Le match se joue dimanche prochain au stade de la Réunification de Douala. Une occasion pour la Ligue de football professionnel de célébrer le retour d'un sponsor majeur dans les 2 premiers championnats au Cameroun. Reportage Emos Pongo et Sylvestre Zangaou. Le championnat de Ligue 1 ce week-end aura un air particulier, avec le retour officiel de l'ancien sponsor majeur. La Ligue de football professionnel du Cameroun va percevoir désormais pour chaque saison la somme de 1 milliard de francs CFA de ce sponsor pour organiser ces championnats. En principe donc, ce nouvel horizon devrait également profiter aux joueurs, avec non seulement la régularité, mais l'augmentation de leur salaire. La célébration de ce retour va se faire dimanche au stade de la Réunification de Douala, avec le top match de la 14e journée de Ligue 1 entre l'Union sportive de Douala et Bamboutos de Bouddha. Toujours dans le cadre de cette 14e journée de Ligue 1, ailleurs il y aura d'autres belles affiches. C'est le cas au stade militaire de Yaoundé, où Edine, actuel leader, va jouer contre New Star de Douala, avant-dernier au classement, mais décidé à sortir la tête de l'eau. Le canon de Yaoundé va affronter Colombe du Sud. APGS Donfou sera face à l'Aigle Wild de la Ménois. À Loum, le champion en titre reçoit Stade Renard de Mélan. Un duel entre 2 clubs du département du Mungo. Il y aura un match à Bamenda entre Yon Sport Academy et le Dragon de Yaoundé. Un public reportage dans ce journal, la microfinance ACEP Cameroun valorise ses travailleurs les plus méritants. C'était lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises du côté de Yaoundé. Reportage.
Ils sont 27 récipiendaires à recevoir des médailles d'argent, vermeil et or. Une première dans le genre qui marque un moment fort pour l'agence de crédit pour l'entreprise privée au Cameroun ACEP et représente une occasion idoine de valorisation du travailleur. C'est de la reconnaissance également à notre employeur qui a bien voulu organiser cette cérémonie de reconnaissance. 15 ans de travail et ce n'est pas 15 jours. Je crois que c'était l'occasion pour notre employeur de célébrer le mérite. Mes impressions sont d'abord l'émotion. Parce que je peux vous dire, lorsqu'en septembre 1999, je peux dire aujourd'hui, mais qui l'eût cru? Parce qu'au moment où ACEP naissait, le Cameroun était champion en corruption, premier en corruption. Donc personne n'avait misé que ACEP pouvait faire un pas sans freiner. Moment exceptionnel aussi pour les employés d'ACEP d'une part et pour le directeur général Jean Zombo d'autre part, dont la demande de démission a été rejetée par le conseil d'administration. Le personnel est suffisamment satisfait parce qu'on regrettait un peu le départ du directeur général parce qu'il a fait le tour des agences pour annoncer son départ. Mais nous avons tous été surpris, très surpris, hier après le conseil d'administration, que ce dernier a été maintenu à son poste. Donc pour nous, c'était quand même un motif de satisfaction. Même si je partais pas d'ACEP, je partais dans le groupe. Donc c'est toujours avec le même engouement. C'est mon bébé que j'ai créé, je peux m'amuser. Et il y a des clients qui me regardent, qui nous ont fait confiance depuis. Et que je vois grandir, ils ont commencé à 500 000 francs, maintenant ils se prennent 50, 100 millions de francs. Je pense que pour nous c'est une fierté. On ne peut pas s'amuser à abandonner à si bon chemin. Créé en 1999 sous forme d'une convention de prêt à long terme, ACEP Cameroun, 18 ans plus tard, après avoir été transformé en institution financière privée en 2005, s'impose aujourd'hui comme le partenaire de référence des entrepreneurs. C'est parce qu'ils font du bon travail qu'ACEP a de bons résultats. Ils doivent continuer à travailler davantage pour qu'ils deviennent de plus en plus méritants, comme l'État le leur a reconnu aujourd'hui et continuera à le leur reconnaître s'ils continuent eux aussi à donner de bons résultats. Avec un réseau de 24 agences reparties dans ces régions du Cameroun, ACEP Cameroun a enregistré en fin d'octobre 2016 un encours de crédit de plus de 21,7 milliards de francs CFA pour 15 602 emprunteurs actifs. ACEP Cameroun, c'est une société anonyme de référence dont le capital s'élève à 1440 milliards de francs CFA. Elles sont encore nombreuses des PME camerounaises qui ignorent la démarche visant à améliorer la qualité de leur production, à respecter les règles d'hygiène, de sécurité et d'environnement. La démarche qualité et son impact sur la performance des entreprises, c'est la préoccupation qui doit être abordée lors du plus grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision, juste après ce journal, tendance économique à ne pas manquer. Sur Equinox Télévision, mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Dans une poussière de minutes, le plus grand rendez-vous de l'économie avec Claire de Mazière, expert en QHSE, à suivre juste après ce journal. Il a un brillant travail avec un bon salaire, pourtant nous n'avons pas de salaire. Nous voulons la révision de la convention collective. Et nous voulons être régis à la convention nationale qui est 8 heures. Et nous les dockers, nous n'avions pas 8 heures. Il y en a d'autres qu'on les pointe 4 heures et 3 heures. Et d'autres ne leur pointent rien. Ils sont venus nous diviser à propos des cartes, les cartes types de cartes. Il y a la carte verte qui sont pour les responsables, qui ont leur salaire et qui mangent très bien dans le foie. Il y a les cartes bleues qui souffrent au même pied d'égalité que nous et qu'on les pointe 4 heures. Il y a les cartes roses qu'on les pointe 3 heures et il y a les cartes blanches qu'on ne leur pointe rien. Et j'ai envie de vous dire, pour vous éclaircir, parce que la carte bleue, on le pointe 1800 quand ils n'ont pas travaillé. Et on pointe 700 francs aux cartes roses quand ils n'ont pas travaillé. On pointe 0 francs aux cartes blanches.
Les manutentionnaires s'insurgent contre les mauvais traitements et autres abus dont ils sont victimes sur la plateforme portuaire. Après plusieurs années d'intenses activités et passés à braver toutes sortes d'intempéries, leur statut s'est plutôt dégradé. Nous avions siégé et nous avions envoyé une lettre au Japon à l'aide demandant de nous envoyer ce qu'on appelle une doléance. Leur doléance, nous allons comprendre. Leur doléance, c'est que qu'est-ce qui ne va pas avec eux pendant qu'ils vivent. Un seul travailleur docker porte 500 sacs. Un seul. Les DP doivent porter 1000. Et tu ne vas pas. La police nous attrape à cause d'un gré du riz. Et nous, on meurt chaque jour. Il y a les dockers qui sont en prison. Pendant que nous, on travaille, on part à l'hôpital, on ne nous prend pas en charge. Pourtant, on nous coupe 5200 pour le contrat d'assurance. Où va le Cameroun? Les grévistes vont aussi demander aux responsables du groupement professionnel des aconniers du Cameroun, organe employeur, de quitter les lieux. Et c'est dans cette ambiance surchauffée que le sous-préfet de Douala Ier viendra proposer aux dockers l'ouverture du dialogue pouvant aboutir à une sortie de crise. Je vous propose ceci, que vous choisissez même 30 personnes et qu'on a dans mon bureau, on va discuter en personne responsable. Là, quelqu'un prend la parole, on entend bien ce qu'il dit. Aucun débat ne peut se faire comme ça là. Les dockers ont opposé une fin de non-recevoir. Même l'intervention du préfet... Exercer à la fonction publique n'est pas une fin en soi, ajoute-t-il. Nous avons pratiquement 9000 médecins camerounais à l'étranger et des bons médecins. Ils sont partis parce qu'ils ne trouvent pas leur compte au Cameroun. Ils sont persécutés comme certains. La fonction publique, ce n'est pas la fin en soi. Il y a le privé. La question de l'assurance maladie universelle, l'amélioration des plateaux techniques dans les formations sanitaires publiques sont entre autres revendications de ces derniers. Les médecins membres du CIMEC avouent rester ouverts au dialogue. Pour eux, la balle est dans le camp des pouvoirs publics. En bref, à présent, les images d'une population choquée après le décès d'un jeune homme tué lors d'une vive altercation survenue entre le défunt et son ami. La scène s'est déroulée en ce début de soirée à la vallée Bessengue dans le 1er arrondissement de Douala. Une discussion entre deux amis qui a dégénéré en bagarre. Ensuite, des témoins affirment que le jeune homme a succombé à des coups d'armes blanches assenés par son propre ami. Le présumé auteur de cet acte est un adolescent et collégien activement recherché par la police du côté du 1er arrondissement de Douala. Cet infanticide survenu dans une banlieue de Yaoundé suscite de nombreuses interrogations sur cette jeune mère, suspecte numéro 1 dans cette affaire. Comment en est-elle arrivée à commettre un tel acte? Quels étaient son état d'esprit et ses relations avec sa famille? Au-delà de l'enquête de la police judiciaire, nos reporters Joël Esseng et Marcelin Gansop sont allés sur les traces de cette jeune mère mystérieuse, cachotière et soupçonnée d'être l'auteur de cet infanticide. Reportage. Au domicile de Kwamonelo, le père des jumeaux retrouvés sans vie mercredi. C'est un calme de cimetière qui nous accueille à notre arrivée vendredi. La famille est encore à Bashingu, où les bébés ont été inhumés. Seules les cousines de Sieur Kwamou sont présentes et portent elles aussi le deuil des bébés qu'elles n'auront finalement bercé que pendant 2 mois. Malgré la douleur de cette disparition, elles acceptent de marquer leur étonnement devant l'acte posé par Betty Massop, dont nous avons pu avoir une photo. Pour besoin de sécurité, elles n'ont pas souhaité s'exprimer à visage découvert. Parce que cette fille était très mystérieuse. Une fille toujours calme, elle ne parlait pas, elle n'est pas le genre de fille que tu peux arriver à la maison comme ça, elle te dit ce qui ne va pas ou quoi que ce soit, toujours cachotier dans tout ce qu'elle faisait. Donc il n'aimait pas partager avec les autres. Une fille qui n'a pas d'amis, on est jamais resté à la maison comme ça, on a vu une amie de ses copines, personne, même venir là, elle dit que je rends visite à cette fille, personne ne la rendait jamais visite. Une fille qui est dans la maison, là, quand même dans la maison familiale, elle ferme toujours la porte. Quand elle sort, elle entre, elle bloque la porte. Quand tu veux venir pour voir l'enfant, tu peux venir facilement parce que la porte est toujours bloquée. Betty fait quoi dans la chambre là? Elle bloque toujours la porte. Il y a quoi? On pouvait pas imaginer, bon, on croyait que peut-être qu'elle voulait seulement sa tranquillité pour bien peut-être que ça couvre le froid sur les enfants et tout et tout. Elle était toujours en train de bloquer la porte.
Mais la famille est convaincue que la jeune étudiante de l'université de Yaoundé 2 a prémédité son acte. Son acte, c'était très prémédité en fait, parce qu'elle ne présentait pas de signes de trouble. Elle était très sereine, naturelle. Elle a porté son jogging blanc avec son pantalon noir. On lui a demandé, Tata, tu pars où? Elle a dit qu'elle arrive. Elle est passée par la porte centrale. Elle est entrée dans sa chambre, elle recevait d'abord avec mon frère. Elle a pris tous ses diplômes, elle a mis dans la chemise, dans une chemise avec son acte, sa carte d'identité. Et elle est partie. C'est arrivé donc en route qu'elle appelle mon cousin en route. Elle dit, j'espère, j'ai tué tes enfants, va prendre le corps de tes enfants que j'ai tués sur le lit. La lettre qu'elle a laissée après son forfait ne serait alors qu'une pure distraction visant à brouiller les pistes. Quand elle a accouché, sa maman est venue faire 4 jours avec la famille. Elle a remercié la famille vraiment pour l'entretien qu'on donnait à sa fille. Elle est partie parce que le papa de la fille venait de faire l'AVC. Elle est partie rester auprès de son papa à Bafoussam. Ses 2 petits frères sont à Obili, dans une chambre qu'ils louent parce qu'ils sont aussi universitaires. Nos tentatives pour avoir l'un de ses frères qui lui a rendu visite après l'accouchement sont restées vaines. Mais il ressort de la déposition qu'il a faite à la gendarmerie que sa sœur était très impulsive et colérique, au point où pour un rien, elle pouvait le bouder pendant plusieurs mois. Mais de là à tuer ses propres enfants, il y a un mystère que nul n'a encore. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le port autonome de Douala confronté à une nouvelle grève des dockers. Ces manutentionnaires sont sortis dans la rue pour étaler au grand jour la précarité de leurs conditions de travail et des discriminations salariales. L'intervention des autorités administratives n'a pas réussi à désamorcer cette grogne sociale. Celui qui prône l'éthique dans la pratique du sport est désormais une personnalité à la moralité douteuse. Le colonel Kalkaba Malboum, suspendu du mouvement africain olympique et sportif en raison des accusations de corruption et d'utilisation de l'argent public. Le mis en cause, président du comité olympique au Cameroun, crie à un scandale, à une cabale menée contre lui. Il clame son innocence. Enquête à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La grogne sociale qui prend de l'ampleur dans la ville de Douala ce vendredi, ce sont des dockers qui ont cessé leur activité pour sortir dans la rue et dénoncer la précarité de leurs conditions de travail sur la plateforme portuaire de la capitale économique du Cameroun. Ils évoquent la discrimination salariale et l'inexistence d'une réelle assurance pour près de 4000 dockers qui travaillent sur le site de la plateforme portuaire de Douala. Reportage Donald Anyouzwa, Warren Zede et Innocent Abega. La zone portuaire est une fois de plus sous le coup d'une paralysie. Les dockers ont cessé de décharger les conteneurs pour venir exprimer leur mécontentement à l'ancienne direction des douanes à Douala. On a tant dit aux dockers d'aller travailler. Aujourd'hui, nous sommes dans quelle situation? Nous ne voulons plus vivre la précarité. Parce que le docker souffre normalement. Le docker travaille au port autonome de Douala aux yeux de tous les Camerounais. Vouri n'a pas réussi à désamorcer cette grogne sociale. Les multiples négociations entreprises jusqu'ici n'ont pas produit l'effet escompté. Les dockers qui poursuivent leur mouvement de grève exigent la mise en application immédiate de leurs différentes revendications. À quelques jours d'une autre grève annoncée, cette fois-ci dans le secteur médical public, des médecins syndicalistes en service à Douala, Bamenda et Yaoundé ont été nommés chefs des centres de santé situés dans des zones reculées à l'est et à l'Adamawa. Les concernés ne sont pas du tout contents de cette décision d'affectation
du ministre de la Santé publique, initiateur d'un mode de grève. Ces médecins estiment que ce sont des représailles visant à les museler. Reportage Flavien Valodongo. Ils sont 4 médecins, membres du bureau du syndicat des médecins du Cameroun, touchés par la note d'affectation du ministre de la Santé publique. Ces derniers, qui entendent poursuivre la seconde phase de leur grève dès la semaine prochaine, pensent que André Mamafouda veut fragiliser leur mouvement. C'est une stratégie pour disloquer. On ne pensait pas que le ministre était dans la logique, n'est-ce pas, de la guerre. On pensait qu'en tant que responsable de santé, par rapport à nos revendications, qui sont des revendications tout à fait nobles, légitimes, on pensait qu'il allait nous rencontrer de nouveau et en discuter. Mais on a été surpris. Le neurochirurgien et vice-président du CIMEC, qui s'explique ici, révèle que la surprise du ministre de la Santé publique ne change en rien le processus de revendication qu'il qualifie de légitime. Pour le CIMEC, ce qui ressemble à une répression ouverte contre le syndicat booste plutôt le moral des membres. Les médecins sont déterminés, n'est-ce pas, à mener ce combat jusqu'au bout. Il y a un planning de grève qui va évoluer encore plus qu'avant, parce que les médecins aujourd'hui sont plus déterminés qu'avant. Maintenant, ils ont compris qu'on veut nous museler. Les syndicalistes ajoutent que le fait d'affecter des médecins spécialistes dans les centres médicaux d'arrondissement sans plateau technique est une sorte de gâchis. Ils sont chirurgiens, radiologues, neurochirurgiens et pédiatres, membres du bureau du syndicat qui ont été affectés dans les coins retirés. Par ailleurs,